Je vais maintenant présenter Dominique de Fonréau, notre prochaine intervenante. Alors Dominique, c'est compliqué pour moi de te présenter car nous nous connaissons depuis 3 décennies, je pense, pas loin. Nous avons fait partie de la même bande à l'école du Louvre. Dominique, ta carrière est fort riche, fort longue. Je ne donnerai que quelques indications, tu voudras bien m'en excuser, mais la totalité de ton CV sera bien sûr transmise. Cette présentation va être un tant soit peu, personnelle. Alors, tu as commencé au Musée des Monuments Français, où tu étais en charge de la collection de moulage, sur laquelle tu as fait un remarquable travail de mise en valeur, de programmation, etc. Et puis, tu as été recrutée par le musée d'Orsay au moment où j'étais moi-même conservatrice des sculptures. Toi, tu étais en charge des photographies, où tu as fait un travail tout à fait exceptionnel, que le public connaît notamment par des expositions qui ont fait date, pour n'en citer qu'une, le daguerréotype, un objet photographique, sur lequel je reviendrai. Puis tu as quitté Orsay, nous avons tous été surpris, pour rejoindre l'équipe de programmation, de préfiguration du Louvre à Abu Dhabi, un travail délicat dans lequel ton sens de la diplomatie a fait merveille. Tu as fait en fait auprès d'Henri Loiret un travail de coordination scientifique qui a porté ses fruits, comme on l'a vu à l'ouverture du musée et encore aujourd'hui. Pendant ce temps, tu n'étais pas en reste d'autres projets. J'ai le souvenir, par exemple, d'une remarquable exposition sur les émotions au musée de la musique avec Frédéric Dassas. Là aussi, une façon originale d'aborder l'art et notamment la question du romantisme. Je crois qu'une de tes caractéristiques, ce n'est pas seulement que tu es spécialiste de photographie, ce serait trop te réduire. Tu t'intéresses à bien des sujets, ta curiosité est sans limite, jusqu'à l'art contemporain, en passant par la littérature, la musique, etc. Après ce passage auprès d'Henri Loiret, tu as été nommée par le successeur d'Henri Loiret à la direction du Louvre, Jean-Luc Martinez, directrice du musée Delacroix, où tu es restée de 2013 à 2018. Là aussi, énorme activité, publication des écrits de jeunesse, par exemple, 6 expositions sur des sujets très originaux. Et puis, en 2018, tu es devenue directrice chez nous, donc au Louvre, de la DMPC dans notre jargon, c'est-à-dire la direction de la médiation et de la programmation culturelle. Et c'est donc effectivement l'auditorium, la programmation de l'auditorium fait partie des nombreux sujets qui sont dans ton escarcelle. Des expositions que tu as conçues ou co-conçues avec des collègues, car tu as le sens du travail en équipe. Je voudrais ne retenir que peut-être les plus connus du grand public. C'est Courbet, avec l'étape parisienne au Grand Palais, ou encore Jérôme à Orsay. Des expositions qui ont circulé au Getty à Los Angeles, au Metropolitan Museum à New York et aussi au musée Thyssen à Madrid. Je crois qu'une de tes grandes caractéristiques, c'est que tu as vraiment le goût de la médiation, ce que les conservateurs n'ont pas forcément. Et à ce titre, tu joues toujours un rôle important, par exemple à l'école du Louvre ou à Sciences Po. Et tu es très active dans des revues comme Histoire de l'art ou encore Noto, et bien sûr notre revue Grande Galerie, dans laquelle tes chroniques, tes articles sont toujours très appréciés. Outre ce sens du travail en équipe, je voudrais mettre en évidence le fait que tu n'as pas du tout une vision cloisonnée de l'histoire de l'art. Il n'y a pas les sculptures d'un côté, la photographie de l'autre, les objets d'art, etc. C'est que tu sais croiser les domaines et les disciplines. Et c'est bien pour cette raison que je t'ai demandé de revenir sur un sujet que tu avais déjà un peu creusé. Il s'agit des liens entre peinture et photographie et de cette sorte d'invention et d'expansion du portrait d'arbre, de l'arbre vu comme individu, sous l'œil des peintres et des photographes. Je te laisse la parole. Merci infiniment, Emmanuelle. Je ne sais pas si je vais être à la hauteur d'une telle présentation, parce que, voilà, en tout cas, je suis très touchée. Tu sais, l'estime que je te porte aussi, on se connaît effectivement depuis longtemps, mais c'est privilège de l'âge. Je crois qu'il ne faut pas en souffrir, c'est bien.
au contraire. Et je pense qu'on a aussi, parmi les métiers où finalement on grandir en maturité, c'est toujours bien. Donc je m'en réjouis beaucoup. Et c'est vrai que j'ai eu aussi, moi aussi, comme toi, beaucoup de plaisir à travailler avec toi à plusieurs reprises. Donc vraiment, merci infiniment de cette invitation. J'ai été aussi très intéressée d'écouter cette belle présentation sur les arts par les écrivains. Et évidemment, ça fait écho à ce que je vais vous dire, mais ça semble évidemment assez normal par rapport à la peinture. Alors, en quelques mots, je voulais simplement peut-être déjà montrer une image tout de suite, comme ça ce sera plus agréable de parler avec une image. Ici, donc, c'est la belle œuvre de Achille Etna Michalon, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, donc Démocrite et les Abdéritains. Mais ce que je voulais dire en quelques mots, c'est que de la même façon que c'est le cas pour la littérature, et on a vu l'influence pour la littérature de Rousseau et notamment de Chateaubriand, il y a une sorte de révolution du paysage au début du XIXe siècle. Alors, révolution bien sûr annoncée en particulier déjà dès le XVIIIe siècle, et notamment avec la place qui est accordée par les poètes et par les philosophes, Rousseau notamment, à la nature. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie révolution de la représentation. Et il ne faut jamais oublier que jusqu'au début du XIXe siècle, le paysage est un genre mineur dans la hiérarchie des genres, qu'il vient après le grand genre qu'est la peinture d'histoire, qu'il vient après le portrait et bien évidemment après le nu héroïque. Et donc le paysage est un genre mineur et un genre qui semble complètement inféodé à la nature. Finalement, le paysage, ça n'a pas d'intérêt puisqu'il suffit de copier la nature, et cette idée de copier la nature est d'ailleurs un anathème, j'y reviendrai tout à l'heure, qui revient très souvent pour les peintres comme pour les photographes. C'est le cas jusqu'au début du XIXe siècle. Or, on le sait bien, au XIXe siècle, la peinture de paysage a été l'endroit où se sont finalement déroulées les grandes révolutions picturales, comme a pu le dire d'ailleurs Philippe d'Agen. Ce qui est intéressant, c'est que ces grandes révolutions picturales successives, que ce soit les enjeux du réalisme, d'abord déjà du romantisme, puis du réalisme, puis de l'impressionnisme, se sont passées dans la peinture de paysage. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette peinture de paysage est devenue au fil du siècle la peinture la plus appréciée à la fois des acheteurs de peinture, mais aussi, en partie aussi, de la critique. Et il faut penser par exemple qu'en 1859, au salon, presque 2/3 des œuvres sont des peintures de paysage. Donc le paysage est devenu un endroit au contraire d'expression. Donc ça, je crois que c'est vraiment intéressant de pouvoir le souligner. Alors pourquoi ce bouleversement finalement? Pourquoi est-ce que tout d'un coup le paysage, qui était lié comme quelque chose d'inféodé à la nature, qui n'avait de sens dans sa représentation que si la peinture de paysage abritait une scène soit mythologique, soit religieuse, comment se fait-il finalement qu'il y a eu cette révolution au sens même copernicien du terme? L'enjeu, c'est bien sûr celui du point de vue, et du point de vue de l'artiste, du peintre, puis bientôt, dès la fin du premier tiers du XIXe siècle, du photographe. Et ce qui est intéressant, c'est que le point de vue qui finalement permettait à l'artiste de concevoir son œuvre, que ce soit d'ailleurs en littérature comme en peinture ou dans les autres arts, a d'une certaine manière contribué à dessiner ce paysage. Et ça, je crois que c'est un point important. Ce paysage était à la fois refuge, abri, et faisait écho aux propres sentiments. C'est Chateaubriand, qu'on a déjà cité tout à l'heure, qui disait que le paysage, et j'aime bien cette citation par rapport à l'intervention d'aujourd'hui, le paysage a sa partie morale et intellectuelle comme le portrait. Il faut qu'il parle aussi, et qu'à travers l'exécution matérielle, on éprouve ou les rêveries ou les sentiments que font naître les différents sites. Donc le grand enjeu, effectivement, du paysage au XIXe siècle, et dans lequel se place cette idée de représenter les arbres, c'est celui, finalement, d'un enjeu aussi d'expression des sentiments qui avaient été en partie jusqu'à présent gommés ou éludés. Alors l'idée, évidemment, c'est de rompre avec les représentations codifiées du paysage et d'aller chercher sur le vif la justesse des observations.
Bien évidemment, cette idée, comme la pratique, n'était pas nouvelle. On sait, par exemple, que Claude, le Lorrain, allait déjà faire ses études dans la nature. Ça va de soi. Les peintres, avant le 19e siècle, ça va de soi, regardaient la nature. Mais là, le point de vue devient plus fort, puisque l'idée, c'était de pousser finalement les artistes dehors, et c'est toujours Chateaubriand qui le disait, en disant « il faut que les élèves peintres s'occupent d'abord de l'étude même de la nature ». C'est au milieu des campagnes qu'ils doivent prendre leurs premières leçons. C'était une vraie révolution quand Chateaubriand écrivait ça à la fin du XVIIIe siècle, un texte qui est paru plus tard dans les années 1830, mais c'était une vraie révolution dans la mesure où auparavant, on disait aux artistes d'apprendre d'après les maîtres, d'après les gravures ou les dessins des maîtres, et non pas d'apprendre d'après la nature. Donc ça, je crois que c'est important parce que la nature devenait à la fois un modèle, mais aussi un lieu dans lequel l'homme était abrité, tout en posant ce regard sur cette nature. Donc il y a vraiment un enjeu très particulier. De fait, ce propos de Chateaubriand était bien sûr, même s'il est publié plus tard que le moment où il a été écrit à la fin du XVIIIe siècle, mais faisait écho à d'autres propos, et notamment le propos de Pierre-Henri de Valenciennes, qui était un peintre et qui écrivait la même chose dans ses réflexions et conseils sur la peinture, et particulièrement sur le genre du paysage, qui était paru en 1801. Le peintre invitait lui aussi le jeune artiste à étudier la nature sur le vif. C'est à l'initiative de Pierre-Henri de Valenciennes qu'a été créé en 1816 donc, le Grand Prix pour le paysage historique, dont vous voyez avec le Démocrite et les Abdéritains que je vous montre depuis le début de ma conférence, le premier tableau qui a été lauréat. Donc Michalon a été le premier lauréat de ce Grand Prix pour le paysage historique. Il était remis tous les 4 ans. Il a été remis tous les 4 ans jusqu'en 1863 et donc pour la première fois en 1817 à Achille Etna Michalon pour ce Démocrite et les Abdéritains. Ce Grand Prix pour le paysage historique, d'une certaine manière, légitimait cette importance nouvelle du paysage au sein même de l'Académie des Beaux-Arts, dans une institution qui n'était pas connue pour sa souplesse et pour laquelle, effectivement, les bouleversements n'étaient pas nombreux. Le tableau très beau de Michalon, finalement, semble encore assez classique, et c'est vrai qu'il l'est, puisqu'il abrite également une scène donc, puisée donc, dans l'histoire antique, mais en même temps, il offre déjà aussi quelque chose de nouveau avec la manière dont les arbres sont représentés et avec cette puissance qui est donnée ici au végétal. Cette reconnaissance, malgré tout, de ce Grand Prix du paysage est tardive, il faut l'avoir à l'esprit, et elle n'a pas permis, elle est arrivée un peu trop tard, elle n'a pas permis de combler la distance qu'il y avait entre l'institution académique, l'Académie des Beaux-Arts, et l'essor très rapide de la peinture du paysage, l'essor qui s'est passé en dehors essentiellement de cette Académie des Beaux-Arts, il faut le dire. Je voulais montrer d'autres œuvres de Michalon, puisqu'elles illustrent complètement notre propos, avec ce tableau dont le titre, ça peut vous paraître étonnant, est « La femme foudroyée », alors qu'au premier regard, on cherche des yeux la femme, puisqu'elle est vraiment fort petite à côté de l'arbre présenté, et que ce qu'on en comprend effectivement, c'est que, avant de voir cette femme à terre, c'est effectivement l'arbre lui-même qui l'a été, et il est le véritable sujet de cette représentation. L'œuvre est au Louvre. Une autre œuvre aussi de Michalon, qui est une étude, mais une étude qui a été acquise par un très grand musée, puisqu'elle est conservée au Metropolitan Museum à New York, Être, où là, je crois, on voit pour la première fois une composition qui a été, on le verra tout à l'heure, reprise par les peintres comme les photographes, où l'arbre occupe la totalité du cadre et même l'excède. Et ça, c'est un point très intéressant, c'est qu'on n'est pas dans une représentation d'une scène mythologique pour laquelle la nature, aussi belle soit-elle, et y compris puisée dans l'observation du vif, vient servir de scène, de cadre et de scène. Ici, le peintre choisit de ne représenter que l'arbre et encore une partie du tronc et des branches, avec quelque chose qui du coup donne une puissance très grande à l'ensemble de l'œuvre de manière extrêmement intéressante.
Alors si le sujet se passe ainsi en France, on le sait, ce n'est pas le cas simplement de la France, et c'est vrai qu'il y a là une influence très forte des artistes britanniques pour lesquels la représentation de la nature n'était pas du tout la même qu'en France. La hiérarchie des genres dans une académie, dans une Royal Academy en Grande-Bretagne, qui était d'ailleurs fondée beaucoup plus tardivement qu'en France, n'était pas la même, et la place de la peinture du paysage, comme d'ailleurs la place de la peinture animale, sujet qui est cher à Emmanuel et sur lequel je ne me risquerai pas à dire quoi que ce soit aujourd'hui, n'était pas du tout la même qu'en France. Et la présentation au Salon de 1824, en France, à Paris, de différents tableaux des peintres britanniques, dont notamment ce tableau que je vous montre maintenant, qui est la charrette de foin, de John Constable, le peintre fort célèbre anglais, a joué un rôle très important d'influence sur les artistes français. C'était certainement un des grands événements majeurs pour cette appréhension du paysage par les jeunes peintres français. En effet, ce tableau, qui est un tableau de grande taille, qui par sa taille se rapproche de peinture, d'enjeux de peinture d'histoire, rompait complètement avec la représentation d'un paysage mythologique ou religieux, puisque le sujet de Constable était né de la seule observation des paysages du Suffolk à proximité de sa propre demeure. Ce qui était intéressant aussi, et ce qui est fort intéressant aussi dans ces représentations d'arbres, c'est que Constable rompait non seulement avec cette idée d'une peinture mythologique ou historique, mais il rompait aussi avec la fixité de la représentation, avec l'idée d'un paysage éternel, pour au contraire souligner, en choisissant les changements du ciel et leurs reflets, l'idée d'un paysage éventuellement mouvant, et de jouer sur l'instant de la représentation du paysage, qui bien sûr ajoutait à ce lien avec le portrait dont parlait tout à l'heure Chateaubriand. Parce que si la nature est fixe et immobile, à ce moment-là, elle peut être effectivement le reflet fixe et immobile d'une scène mythologique donnée une fois pour toutes. Si à rebours, on décide de représenter la nature comme mouvante, elle devient finalement le lieu d'expression, comme le portrait, comme les expressions des êtres humains. Donc ça, c'est un point vraiment tout à fait intéressant. Donc Constable, évidemment, travaillait en atelier ces très grands tableaux, mais ce qui est important, et je vous en ai apporté quelques-unes pour le plaisir de l'œil, je dois dire, à vrai dire, réaliser aussi des études donc sur le vif, dont beaucoup aujourd'hui sont conservées dans les musées anglais essentiellement, comme cette étude de paysage nuages et arbres, qui est vraiment absolument magnifique et qui joue justement sur cette transformation du paysage grâce à la fois au temps, alors entendu ici, comme on est en Grande-Bretagne, à la fois dans deux acceptions, temps weather, donc météorologique, et temps time, le temps que l'on mesure, où on voit bien que ces changements à la fois météorologiques et temporels induisent une représentation différente de la nature, puisque cet arbre au centre du paysage est à la fois très sombre du côté des nuages sombres, on le voit, c'est un arbre de tempête, et semble s'égayer avec même une branche qui part un tout petit peu du côté lumineux. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ressort vraiment de l'expression, si on peut dire, comme de l'expression d'un être vivant. Toujours là aussi, une autre œuvre de Constable qui, celle-ci, est conservée au Victoria and Albert Museum et qui joue sur la même idée, avec une place ici donnée au ciel très importante et quelque chose de très intéressant dont les artistes français se sont imprégnés à la suite de Constable, tous ceux qui ont pu l'admirer à Paris en 1824. Ce rapport à la touche, que malgré la reproduction, je pense que vous sentez bien, et ce rapport aussi à l'opposition des couleurs, quelque chose aussi qui vient travailler le paysage dans cette gamme-là chromatique et qui rajoute aussi dans cette expression de l'instant. Ça me semble important de le considérer. Voilà, là aussi, un autre tableau, plus grand tableau de Constable, donc de la vallée de Dedham, et qui montre là aussi l'importance donnée aux arbres. Et cette idée qui a été mentionnée tout à l'heure et que je trouve tout à fait intéressante, c'est ce fait que ces arbres font partie du paysage de manière individuelle, et que cet arbre qui est ici représenté par Constable dans un lieu qu'il connaît bien est aussi un arbre dont il attend la rencontre, en fait, comme quand on a le plaisir d'aller rencontrer quelqu'un, ce qui me semble vraiment important
à souligner. Alors, cette pratique, et je vais y revenir à plusieurs reprises, hein, cette pratique d'aller dans la nature se retrouve représentée par ce petit tableau que j'aime bien, que j'avais l'occasion de présenter dans une exposition, de Auguste Enfantin, et qui montre un artiste peignant dans la forêt. C'est au milieu des années 1820, un des premiers tableaux qui le montre comme ça, dans une forêt qui évoque celle de Fontainebleau, sans qu'on soit certain que ce soit celle-ci qui soit ici représentée. Si je vous le montre, c'est pour deux raisons. D'abord pour trois en fait. La première, c'est effectivement ce côté de représentation, de peindre dans la nature, donc qui illustre mon propos. Mais la deuxième, et certainement la plus importante, c'est de voir combien, on voit bien dans cette œuvre, combien l'artiste choisit son cadre, et qu'ici, en voyant à la fois l'artiste qui peint et le rocher sur lequel un personnage est juché, on voit bien que l'artiste isole dans le paysage un sujet particulier, et que donc il y a toujours une intention qui est une intention sensible et qui se part de tous les enjeux que l'on a aussi quand on choisit de peindre les traits d'un être humain, par exemple, dans le portrait. Et puis, la troisième raison, c'est qu'il me permet de faire le lien avec un lieu très important et qu'Emmanuel a évoqué tout à l'heure, qui est la forêt de Fontainebleau. Et forêt de Fontainebleau qui a joué un rôle essentiel pour la peinture de paysage en France, et notamment dans ce rapport aux arbres, puisque la forêt est devenue, comme l'avait dit Chantal Georgel dans le titre d'une exposition à Orsay dont elle avait été commissaire, un véritable atelier en plein air. Alors ça a été le cas pour un peintre que vous connaissez bien, hein, Théodore Rousseau, qui avait été parmi les jeunes artistes qui avaient admiré les œuvres de Constable en 1824 et qui était depuis toujours très intéressé par la peinture de paysage. Il copiait au Louvre les tableaux du Lorrain comme de celles des peintres hollandais. Et il avait découvert, donc Théodore Rousseau, la forêt de Fontainebleau dès la fin des années 1820 et avait été certainement un des plus fidèles visiteurs et observateurs de la forêt. Et il dit, à propos de cette importance de l'observation en plein air, hein, au sein de la nature même, au sein de la forêt où il passait beaucoup de temps, qu'il ne souhaitait pas peindre des arbres qui ne seraient que la gaine d'une hamadryade, donc cet enjeu de nymphes des forêts, mais bien de naïfs chênes de Fontainebleau, d'honnêtes ormes de bord de route, de simples bouleaux de ville d'Avray, et tout cela sans le moindre temple grec, sans Ulysse, sans la plus petite Nausicaa. Ce qui est très intéressant, c'est que il y a bien sûr cette opposition par rapport à la mythologie dont je parlais à l'instant, mais que les qualités dont Théodore Rousseau part les arbres sont des qualités humaines, la naïveté, l'honnêteté, la simplicité, la modestie. Donc on renvoie évidemment à cet enjeu du portrait, et du portrait qui est aussi un portrait sensible d'être vivant. Ce que je voulais aussi souligner rapidement, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est que même si Théodore Rousseau, comme ses contemporains, se défend de toute évocation mythologique, on le verra tout à l'heure à la fin de cette présentation, combien les qualités qui avaient été données aux arbres par la mythologie sont des qualités qui sont malgré tout revendiquées par ceux qui disent les ignorer. Mais ça, évidemment, c'est toujours affaire de représentation et de va-et-vient qui me semble très important à souligner. La forêt de Fontainebleau, comme l'avait très joliment écrit Chantal Georgel, est devenue un atelier en plein air à partir de la fin du premier tiers du XIXe siècle. La forêt de Fontainebleau est devenue une sorte d'endroit exemplaire, à la fois proche de Paris, puisque c'est pas très loin, Fontainebleau de Paris, accessible par le train dès la fin des années 1840, donc aisément accessible. Elle apparaissait, comme elle apparaît d'ailleurs je crois toujours, préservée du développement urbain, avec une nature assez vierge, plutôt sauvage, qui associe à la fois des arbres, des rochers, et qui est un lieu de déambulation et de promenade très agréable. Pourtant,
cette nature sauvage ou apparemment sauvage avait été particulièrement bien ordonnancée et presque quadrillée dès les années 1840 par quelqu'un donc, qui s'appelait Claude François Deneucourt, qui avait dans ses guides tracé de nouvelles promenades, repéré en les baptisant, et ça je pense que c'est aussi très important par rapport à cette notion de portrait, les arbres, les roches et même les carrefours. Le Sylvain, c'était ainsi que le surnommait Théophile Gautier, l'écrivain Théophile Gautier, avait ainsi rendu la forêt, sa forêt comme il le disait, plus familière et accessible à tous, mais aussi, comme je l'évoquais tout à l'heure par rapport à Constable, invitant à la rencontre, puisqu'on rencontrait un arbre particulier ou un carrefour particulier. Donc ici, je vous présente ce qui est sans doute une des toutes premières photographies d'arbres, qui est un daguerréotype. Emmanuel, tu évoquais avec beaucoup de gentillesse tout à l'heure l'exposition que Quentin Bajac et moi avions organisée à Orsay en 2003, et qui est peut-être une œuvre de Gustave Le Gray, mais qui est toujours donnée comme anonyme, et qui date donc de la fin des années 1840. Grand chêne à Fontainebleau, et on voit bien l'influence, évidemment, ici, de la peinture, avec ce cadrage assez proche, mais avec aussi une dextérité que je voudrais souligner parce qu'elle n'apparaît pas forcément à nos observateurs, puisque la photographie à ce moment-là a absolument besoin du soleil, de la lumière pour pouvoir rendre son œuvre avec des temps de pause assez longs, et que là, le photographe, diablement habile, a particulièrement bien composé son image pour que la scène entière soit accessible avec cet enjeu effectivement de premier plan et puis de vue comme ça des arbres en contre-plongée, mais en même temps avec une grande habilité à jouer de la lumière pour qu'à la fois l'écorce du tronc mais aussi le détail des feuillages soit accessible. Donc ça souligne une maîtrise des temps de pause et de la lumière tout à fait important, parce que sans cette maîtrise, les feuillages seraient apparus complètement mouvants ou le tronc complètement noir, ce qui n'est pas le cas. Donc rendre un portrait d'arbre par la photographie, c'était vraiment d'une très grande habileté. Et cette image d'une grande beauté a été, et je crois que c'est important de le souligner, s'appuyer sur les seuls éléments physiques du paysage représenté, et souligne évidemment l'ambition artistique de son auteur. Alors Fontainebleau, ils y sont tous allés. Notre ami Gustave Courbet a peint notamment à Fontainebleau cet Orée de la forêt, qui est un tableau que j'aime beaucoup, qui date donc de la toute fin des années 1840. Et ce tableau est très intéressant parce que on voit là l'originalité du cadrage, et qui joue non pas sur une vue de loin, mais qui montre en fait une vue un peu arrêtée. Il reprend d'ailleurs un cadrage de quelque chose qu'il n'avait sûrement pas vu, mais qui est proche et qui est à peu près au même moment d'une photographie d'Henri Le Sec, donc de ses études d'arbres de rocher, là aussi représentées, ou encore de cette photographie qui est due soit à Charles Nègre, soit à Gustave Le Gray, et conservée au musée d'Orsay, et exactement contemporaine de la photographie du tableau de Courbet, excusez-moi, et qui met en avant cette théorie des sacrifices de Gustave Le Gray, où Le Gray disait qu'il n'y a donc vraiment que l'artiste ou l'homme de goût qui puisse obtenir une œuvre parfaite à l'aide d'un instrument, le daguerréotype ou l'appareil photographique, capable de rendre le même objet avec une variété d'interprétations infinie. Et je pense là aussi que dans cette représentation et dans cet enjeu de portrait d'arbres, il y a cet enjeu aussi de la manière de singulariser cette rencontre par l'artiste. Je voulais montrer ces très beaux arbres à Fontainebleau dont Gustave Le Gray a été l'auteur, mais aussi cette très belle œuvre conservée au Metropolitan Museum, de ce tronc d'arbre à Fontainebleau, où on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure avec Achille Etna Michalon, avec notamment pour cet arbre que je vous montrais tout à l'heure, cet être que je vous montrais tout à l'heure, avec aussi cette idée de tronquer l'arbre représenté, de souligner ainsi sa puissance, que le cadre de l'image semblait peiner à contenir, et donc de le magnifier.
ici, dans une telle œuvre qui a été exposée, puisque les photographies de Le Gray étaient de grande dimension, dans une telle œuvre qui a été exposée et qui a donc été connue et qui s'achetait d'ailleurs fort cher, l'arbre devenait non plus motif, mais véritablement sujet, et représenté comme tel, comme un être vivant, qu'il soulignait ici, avec un jeu aussi, là aussi très habile, et qui vient illustrer sa théorie des sacrifices comme en peinture, de représentation de la lumière. Les œuvres de Le Gray étaient exposées, elles étaient montrées, et encore une fois, elles étaient acquises souvent fort cher, plusieurs milliers de francs de l'époque, donc elles étaient connues, elles étaient aussi d'assez grande dimension, et elles ont certainement pu être vues par les peintres. Et cette œuvre, qui, j'en étais très heureuse quand j'ai vu qu'il faisait l'image du colloque, merci beaucoup Emmanuel, et ce très beau chêne de Flagey, qui est conservé depuis quelques années seulement au musée Courbet à Ornans, qui a pu l'acquérir d'une collection japonaise il y a quelques années. Et ce chêne de Flagey reprend ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire l'exemplarité d'un arbre qu'on s'attend à retrouver. C'était, dit-on, le plus grand chêne du plateau de Flagey à côté d'Ornans. Donc il y a cet enjeu effectivement de singularité de cet arbre, et aussi de cette idée de rencontre et de cheminement vers cet arbre, et d'un arbre qui était salué pour sa puissance, la puissance de son tronc, mais aussi le magnifique ombre que permettait son feuillage. Donc il y a quelque chose là d'un arbre en particulier. Et puis c'est un arbre pour lequel, quand Gustave Courbet le représente, donc au début des années 1860, il conçoit un tableau qui est un tableau de paysage, par rapport à cette nature qu'il connaît bien, à proximité donc de la ferme de ses parents à Flagey et de sa maison natale à Ornans, en Franche-Comté. Mais il peint là aussi un portrait d'arbre qui est aussi un autoportrait. Parce que ce portrait d'arbre à Flagey, puissant, ce chêne fort, puissant, c'est l'évocation au moment où Napoléon III cherche à trouver le site véritable d'Alésia, et où il y a une concurrence entre Alésia et aussi Alise-Sainte-Reine, donc cet enjeu donc de concurrence entre plusieurs régions, et où Courbet, comme d'autres, revendique sa Franche-Comté comme le site aussi de lutte romaine. Cet arbre a un enjeu historique, mais il a aussi un enjeu d'autoportrait, puisque cet homme qui s'oppose, cet arbre qui semble symboliser la lutte de Vercingétorix contre César, c'est aussi la lutte de Courbet lui-même contre Napoléon III, du moins en peinture et de façon affichée, sinon c'était quand même peut-être un peu plus compliqué que cela. Et donc c'est aussi une manière pour le peintre de s'affirmer comme aussi puissant que cet arbre-là, comme puisant aussi ses propres racines dans le sol franc-comtois, comme l'arbre le fait, et cette manière aussi d'à la fois puiser cette force dans le sol franc-comtois et de rendre avec ce magnifique feuillage une explosion de qualité artistique, comme Courbet le faisait lui-même en matière donc, de peinture. Donc c'est vraiment intéressant parce que là, de peinture de paysage, la scène devient aussi une peinture d'histoire, et de portrait d'arbre est aussi devenue un autoportrait. C'est une œuvre que Monet, qui avait sans doute vu aussi les photographies de Le Gray, a certainement vu aussi, avec ce très beau chêne de Bodmer, qui est un chêne qui avait donc été nommé ainsi dans la forêt de Fontainebleau, tableau donc qui date du milieu des années 1860 et qui est conservé au Metropolitan Museum of Art de New York, où là aussi on retrouve de la même façon un arbre identifié, avec cet enjeu là aussi pour Monet de s'inscrire dans une première révolution picturale qu'il connaissait bien, celle bien sûr du réalisme et de Théodore Rousseau, celle aussi du rapport à la photographie qu'il connaissait bien aussi, puisque natif du Havre, il connaissait bien les expositions de photographie et de peinture qui avaient lieu au Havre depuis 1854, et une manière aussi d'affirmer en tant que jeune peintre sa propre maestria en faisant ce portrait d'arbre qui est aussi un portrait du talent du jeune Claude à utiliser ici la lumière et la mise en avant des touches colorées. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour ces peintres, pour ces photographes, ces portraits sont aussi l'enjeu de leur virtuosité, de la même façon de ce qui se passait
en peinture de portrait, de la même façon, où finalement faire le portrait était la manière de représenter à la fois le mieux possible les traits et le caractère du modèle, mais aussi le talent du peintre, du photographe. Il y a là aussi quelque chose qui se retrouve. On retrouve là cette même identité de moyens et d'intention pour la peinture de paysage comme pour le portrait. Ces éléments se sont donc beaucoup diffusés. Je crois que c'est important. Là, on n'a cité que des grandes œuvres, mais c'est important de dire que cette manière de s'approprier le paysage différemment est quelque chose qui, effectivement, s'est beaucoup diffusé. Et c'est intéressant de voir chez un photographe qui a été reconnu tardivement, et notamment par les artistes américains, Eugene Adjei, que ces études pour artistes qu'il vendait ont été fondées sur beaucoup d'études d'arbres. Ici, c'est Saint-Cloud, mais j'aurais aussi pu prendre les Tuileries ou le parc de Sceaux, et que ces diffusions, qui s'inspirent évidemment de tout ce que j'ai montré auparavant, ont nourri des représentations plus quotidiennes, plus habituelles, et que finalement, pour nous aujourd'hui, faire le portrait d'un arbre ou aller à sa rencontre, rencontrer ainsi un être vivant, nous semble absolument important. Et c'est la raison pour laquelle aussi, en ayant été un peu trop longue, je m'en excuse, je souhaite longue vie aux ormes des Tuileries. Un grand merci à tous. On voit bien que ce qui unit ces arbres, effectivement, c'est cette façon qu'on a de vouloir en faire des individus, les individuer, comme vous avez dit. Je ne sais pas si le terme se dit, mais on le dit. Et effectivement, d'en arriver à les différencier, à vivre avec certains d'entre eux comme des compagnons qui ne sont pas interchangeables. Et cette non-interchangeabilité des arbres est vraiment importante. Elle émerge vraiment au XIXe siècle, manifestement, dans la sensibilité et dans les arts. Une petite question, Marc, avez-vous des questions à poser éventuellement ? Je vous prends de court. Question ou parallèle à mener, effectivement, là, quand vous rebondissiez sur cette notion d'individuation des arbres, ça m'évoquait effectivement, même sur un plan plus technique, où en sylviculture, on a des méthodes qui évoluent aussi, et notamment une tendance ou un type de sylviculture dite irrégulière ou jardinée. Et en fait, on dit exactement ça, on passe d'une sylviculture de peuplement à une sylviculture d'arbres. Et donc, même si l'objectif est un petit peu différent de la poésie ou de l'art, malgré tout, on reconnaît à chaque arbre individuellement un rôle particulier, que ce soit comme producteur de bois, semencier, ou alors un rôle d'éducation des jeunes arbres, etc. Donc même sur un plan plus technique, on a aujourd'hui aussi une tendance un petit peu à dissocier et à individualiser les arbres et leur rôle, leurs aménités diverses. En même temps, j'ai quand même l'impression qu'il y a une certaine littérature assez populaire, je pense au livre de Wohlleben, qui tend à insister beaucoup sur la solidarité entre les arbres, c'est-à-dire à parler des arbres en tant que groupement d'individus qui fonctionneraient un peu comme un groupement d'êtres humains ou d'animaux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, dans leur fonctionnement, par contre, effectivement, dans leur fonctionnement, notamment on parlait ce matin un petit peu des systèmes racinaires. Ça, c'est des découvertes assez récentes, mais à la fois, en fait, il y a une concurrence féroce à l'air libre, j'allais dire au-dessus, pour une concurrence pour la lumière. Par contre, en revanche, sous la terre, on a quand même une coopération, ne serait-ce qu'avec tous les champignons mycorhiziens, etc., pour l'absorption des minéraux. Entre les arbres eux-mêmes, on voit qu'un arbre un peu fatigué peut être soutenu, on va dire, par ses voisins, qui peuvent l'alimenter par des soudures racinaires, par exemple. Donc c'est un double jeu de concurrence et de collaboration, mais d'ailleurs qui est un petit peu l'image de toute l'évolution en général. Ça a toujours été ce mélange. Et c'est celle des êtres humains aussi. Et des êtres humains, voilà. Bien.